Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Aurèle Denoyel et Inès Jacquier, consultante experte en QSE et RSE au sein du cabinet Wizen Conseil. Bonjour Aurèle. Bonjour Inès. Alors, quel sujet allons-nous aborder aujourd'hui ? Nous allons aborder le chapitre 10.2 de la norme ISO 9001 version 2015 intitulé Non-conformité et actions correctives. Et pourquoi précisément ce chapitre-là ? Cette fois encore, il s'agit d'un des chapitres du top 5 des thématiques ayant généré le plus de non-conformité et points sensibles selon la dernière étude de l'AFNOR publiée en février 2026. De quoi parle ce chapitre ? Ce chapitre définit ce qu'il faut faire quand quelque chose ne fonctionne pas comme prévu ou quand le résultat prévu n'est pas atteint. Ce chapitre comprend 6 points importants. Le premier point précise qu'il faut réagir immédiatement au problème. Le deuxième point indique qu'il est nécessaire de rechercher la cause du problème. Le troisième point concerne la mise en place d'actions correctives. Le quatrième point, quant à lui, dit qu'il faut évaluer l'efficacité des actions menées. Le cinquième point rappelle qu'il faut ensuite mettre à jour, voire améliorer le système si nécessaire. Et pour finir, le sixième point spécifie qu'il est nécessaire de conserver des preuves de ce qui a été fait. Alors, si je résume tous ces points, si par exemple j'ai un client mécontent à cause d'un produit défectueux, je lui fais un geste commercial, il est donc content et le problème est alors résolu. Alors Inès, ce que tu m'as dit correspond uniquement au point réagir immédiatement au problème. En effet, dès que une non-conformité est détectée, il faut agir rapidement. Pour rappel, non-conformité, c'est l'insatisfaction d'une exigence. Si je reprends l'exemple que tu m'as donné, il s'agit de l'insatisfaction d'une exigence client. Mais cela peut aussi être l'insatisfaction d'une exigence interne, comme par exemple le non-respect d'une procédure, ou encore l'insatisfaction d'une exigence légale ou toute autre exigence. Pour revenir à ton exemple, on va corriger le problème si possible, par exemple remplacer le produit défectueux chez le client et essayer de limiter ses conséquences. Par exemple, rembourser le client, présenter des excuses. Alors là, tout est bon, le problème est donc réglé. Là, on a juste traité les symptômes, le problème qui est visible pour le client. On pourrait s'arrêter là s'il s'agissait d'un cas isolé. Cependant, dans cette situation, le problème est potentiellement significatif puisqu'il impacte à la fois la qualité du produit et la satisfaction du client. Il est donc nécessaire d'aller plus loin, au point 2, pour identifier les causes du problème et mettre en place des actions afin qu'ils ne se reproduisent plus, que ce soit sur d'autres produits ou auprès d'autres clients. Il est essentiel de comprendre pourquoi le problème est apparu. On ne va pas mettre en place les mêmes actions si le problème est par exemple lié à une erreur humaine, un manque de formation ou encore une procédure mal définie. Et comment je peux deviner les causes ? Il existe des outils simples possibles pour analyser les causes. Je vais citer par exemple les 5 pourquoi ou encore le diagramme des causes à effet, mais il existe d'autres outils également. Si j'utilise l'outil des 5 pourquoi au problème que tu m'as présenté, ton client est mécontent parce qu'il a reçu un produit défectueux. Le produit a été reçu endommagé. Premier pourquoi ? Parce que la pièce a subi un choc pendant le transport. Et pourquoi la pièce a subi un choc pendant le transport ? Deuxième pourquoi ? Parce que l'emballage n'était pas suffisamment protecteur. Troisième pourquoi ? Pourquoi l'emballage n'était pas suffisamment protecteur ? Parce que c'est le mauvais type d'emballage qui a été utilisé pour ce produit. Je continue avec le quatrième pourquoi. Pourquoi le mauvais type d'emballage a été utilisé ? Parce que l'opérateur n'avait pas d'instruction claire. Et pour finir, pourquoi l'opérateur n'avait pas d'instruction claire ? Parce que l'instruction d'emballage n'est pas prévue. Si on s'était arrêté au tout début, on aurait pu se dire que le problème était lié au livreur. Sauf qu'en remontant à la cause réelle du problème, on se rend compte que c'est surtout un problème de manque d'instruction et non pas juste un problème lié au livreur. Sans corriger la bonne cause, le problème risque de se reproduire à d'autres moments. Alors, dans ce cas, on doit écrire une consigne d'emballage qui prendra en compte les différents types de produits livrés. En effet, il faut écrire une consigne d'emballage,
Mais il ne faut pas oublier qu'il faut former aussi le personnel sur cette consigne pour qu'il puisse l'appliquer. Les actions correctives sont donc la correction non pas que du symptôme, mais aussi de la cause. Les actions doivent être proportionnelles à la non-conformité. Ah, c'est plus clair. Si j'ai bien compris, une correction égale réparer ou envoyer un nouveau produit. Et une action corrective, ça veut dire éviter que cela revienne. Tout à fait. Donc, c'est bon, cette fois-ci, on a terminé. Eh bien non, Inès, ce n'est pas encore terminé. Après l'action, on doit s'assurer que la solution fonctionne réellement. C'est le point 4. Il faut vérifier l'efficacité des actions menées pour s'assurer que le problème ne réapparaisse plus. Par exemple, on peut mettre en place des contrôles de l'utilisation du bon emballage par les opérateurs pendant quelques mois. Ou encore, on peut mettre en place un suivi des retours des produits endommagés lors du transport. Alors, est-ce qu'il y a d'autres étapes ou cette fois-ci, c'est bon, on a terminé? Bien non, Inès, toujours pas. Beaucoup d'entreprises pensent qu'une fois qu'on a mené les actions correctives, cela est terminé. Mais la norme va plus loin. Elle nous dit clairement, si nécessaire, il faut mettre à jour le système. Autrement dit, on ne corrige pas seulement une non-conformité, on apprend de cette non-conformité pour rendre le système plus robuste. On peut se poser la question, qu'est-ce que cette non-conformité nous apprend sur notre fonctionnement? Est-ce qu'il y a un risque qui doit être réévalué ou qu'on n'aurait pas identifié? Ou encore, est-ce qu'une opportunité d'amélioration a été révélée? Le deuxième point qui est souvent négligé, c'est que quand on modifie une instruction ou une façon de faire, il faut se poser la question des impacts autour. Parce qu'un système de ménagement, c'est pas un document isolé, c'est un ensemble d'éléments interconnectés. Il faut donc vérifier si cette nouvelle instruction impacte des procédures, d'autres services. Est-ce que cela ne va pas entraîner des incohérences ailleurs? Alors, est-ce qu'il y a d'autres étapes ou cette fois-ci, c'est bon, on a terminé? Cette fois, on arrive au dernier point. Toutes les étapes doivent être documentées. L'identification du problème, l'analyse de la cause, les actions mises en place et les résultats obtenus. Alors, si je résume le chapitre 10.2, quand un problème survient, on le corrige, on comprend pourquoi il est arrivé, on agit pour éviter qu'il revienne et on vérifie que la solution fonctionne et pour finir, on conserve toutes les preuves. Cette fois, tu as tout compris, Inès. J'espère que ce podcast vous a permis de mieux comprendre le chapitre 10.2 de la norme ISO 9001 version 2015. N'hésitez pas à partager vos questions et vos retours en commentaire. Et si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à liker, partager ou encore vous abonner à la chaîne YouTube de Wizen Conseil. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine capsule qui portera sur un autre chapitre de la norme. À bientôt. Au revoir. Au revoir.